Bonjour ou bonsoir si vous regardez cette vidéo en soirée, et on ne sait jamais, s'il y a des personnes qui s'ennuient par avance de cette vidéo, eh bien je vous souhaite une bonne nuit. Pour ce premier cours de langage musical, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Houlen, qui interviendra en tant que biologiste. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Bonjour Marianne, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est bien généreux de ta part, sachant le peu de temps libre dont tu disposes. Hein. Pas de souci, bonjour Sébastien, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que j'accepte ton invitation, car évidemment tout ce qui se rapporte à la vie me passionne énormément et je suis très impatiente et très curieuse, comme vous tous, de découvrir les qualités vivantes de la musique. Et peut-être aurons-nous l'occasion également de découvrir les qualités musicales du vivant. Hein. Pourquoi Avec pas. plaisir. Alors, donc je vais vous expliquer la raison d'une biologiste dans ce cours de langage musical. Ma démarche pédagogique, en particulier dans le premier niveau de cette formation, consiste à donner vie progressivement au corps musical, donc l'œuvre, qui est créée par l'être humain à son image. Donc, il me semble intéressant de partir d'une connaissance, alors je vous rassure, élémentaire du corps biologique, pour mieux apprécier ensuite la gestation d'un corps musical. Dans les deux cas, la notion de corps nous émerveille, il faut bien le dire, et cet émerveillement que nous partageons motive notre coopération et l'étude que je vous propose. Alors, nous sommes émerveillés, mais nous sommes également intrigués. Observons une belle image d'un corps céleste. Nous sommes d'abord spontanément émerveillés par une beauté qui nous apparaît toute simple. Face à une telle image, on est waouh, voilà. Tout simplement, on ne se pose pas particulièrement de questions, nous sommes d'abord émerveillés. Nous sommes spectateurs. Mais imaginons un instant que nous devenions compositeurs de cette galaxie. L'apparente simplicité de ce corps céleste, dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, nous le savons, est le fruit de structures et de procédés en réalité extraordinairement complexes. Cette complexité, elle nous intrigue. Eh bien, nous sommes curieux d'en comprendre la mécanique élémentaire et les lois fondamentales qui nous permettraient de devenir acteurs et pas seulement spectateurs. Cette complexité de l'univers qui se révèle à notre curiosité, pour nous, elle est attractive. Elle est attractive beaucoup plus qu'effrayante, finalement. Elle ne nous effraie pas, puisque de toute façon, nous n'avons pas l'ambition de la maîtriser à 100%, et elle ne nous effraie pas, parce qu'en plus, elle va nous permettre d'apprécier les qualités d'une œuvre, et très modestement de créer. Il n'y a donc pas lieu d'être effrayé par la complexité, mais il y a lieu, pour y avoir accès, de faire preuve de patience, déjà, et de la découvrir très progressivement, et c'est justement ce que j'essaierai de faire dans mon cours. Dernier point avant d'entrer dans la première leçon, DAC, destination, approche, chronologie. C'est toujours mieux de savoir où on va et comment on y va avant d'y aller. Enfin, en tout cas, si on veut arriver à destination. DAC? Tout à fait d'accord. Donc, notre destination est avant tout la compréhension des œuvres musicales. C'est vers cela que je vais vous amener, en particulier la compréhension des œuvres tonales, dont nous nous donnerons les moyens d'apprécier la juste valeur intrinsèque. Effectivement, nous osons considérer que la musique possède une haute valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vaut quelque chose par elle-même.
elle n'a pas forcément toujours besoin de dépendre d'un texte, d'une image, d'une danse, ni même d'un contexte culturel, historique ou social pour avoir déjà une valeur hautement appréciable. Et je trouve déjà très ambitieux, mais également utile et passionnant d'essayer de comprendre cette valeur intrinsèque. C'est sur cette valeur que nous concentrerons notre étude. Le principal moyen de parvenir à cette compréhension et à cette appréciation de la valeur intrinsèque des œuvres musicales. Et c'est là l'approche de notre destination. Ce principal moyen sera la mise en situation. C'est-à-dire nous mettre à la place du compositeur en étudiant les diverses techniques d'écriture musicale. Nous pouvons donc maintenant débuter l'étude des bases de A à Z à travers les 26 chapitres du premier cycle, en commençant par le corps musical. De même qu'un corps, qu'il s'agisse d'un corps céleste ou d'un atome, ou encore mieux, d'un corps vivant, peut être considéré comme une œuvre de la nature, eh bien nous allons considérer une œuvre musicale comme un corps auquel nous insufflerons une forme de vie. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un corps? Bien, comme je ne suis pas scientifique et encore moins biologiste, je me tourne vers Marianne pour répondre à cette question. Alors, commençons par le corps en général, donc qu'il soit inerte ou vivant. Donc c'est une entité cohérente, donc on comprend cela en général comme un tout ou la partie principale d'un tout, qui unit l'ensemble des éléments qui le composent. Donc la notion de corps implique donc une cohésion très importante entre les différentes parties d'un tout. Donc, à partir du moment où on a une grande cohésion entre divers éléments, qui peuvent être semblables ou différents, ces éléments s'unissent en un tout que l'on nomme le corps, c'est ça? Alors, il me vient un exemple, une colonie de fourmis. C'est vrai que lorsqu'on observe le fonctionnement des fourmis, en général, ça force quand même le respect, l'admiration des observateurs. Une colonie de fourmis, donc on peut considérer ça comme un corps? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une colonie de fourmis forme un corps? Oui, si l'on considère un groupe ou une civilisation comme un corps, pourquoi pas. En tout cas, un groupe de fourmis affecté au même travail est un corps, au même titre que chez les humains, on appelle ça un corps de métier. Ah oui, effectivement, oui. Par contre, s'il ne fait aucun doute que chaque fourmi est vivante, la colonie de fourmis, elle, n'est pas considérée comme un corps vivant. Alors, on comprend mieux maintenant pourquoi une œuvre musicale est un corps. Effectivement, l'œuvre musicale, elle aussi, unit les différents éléments qui la composent avec une cohésion suffisante pour former une entité intègre, c'est-à-dire qui ne se désintègre pas, intègre et unique. Mais alors, qu'est-ce qui différencie un corps inerte, cette fois d'un corps vivant? Eh bien, c'est l'organisation sociale d'individus capables d'autonomie, mais qui acceptent de dépendre les uns des autres. Ah. Pourquoi? Pour converger vers un objectif commun de protection et de pérennisation qui va jusqu'à la transmission des informations jusqu'aux générations suivantes. Donc, c'est-à-dire au-delà de l'existence même de l'individu. Oui. C'est aller un peu vite pour moi, mais c'est peut-être parce que à chaque notion que tu as exprimée, il m'est venu tout un tas d'idées là, musicales. Assez intéressante, mais on va poser tout ça, on va reprendre point par point, d'accord? Donc, la vie est en fait, je parle sous ton contrôle, oui. La manière dont les sons
Donc, vous voyez, je connecte, pardon, la manière dont les éléments s'organisent, et non ces éléments eux-mêmes, en fait. C'est que la vie est une organisation, si je comprends bien. Donc, si on organise, pour revenir à la musique, si on organise les sons d'une certaine manière, donc cela donnera vie à une œuvre. Alors évidemment, c'est bien plus complexe que cela en réalité, vous pouvez vous l'imaginer, Oui. Et rien n'est vraiment plus difficile pour une biologiste que de définir ce qu'est la vie. C'est à la fois l'organisation et le but recherché par une certaine catégorie d'individus. Voilà, parce que cette organisation, on le rappelle, c'est dans le but de pérenniser effectivement une identité, en fait, de transmettre, voilà. De pérenniser une identité. Voilà, exactement. D'abord, ces individus ont une identité autonome, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas besoin de posséder, de parasiter, de détruire un autre individu pour exister et conserver leur identité. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les virus ne sont pas tout à fait considérés comme des êtres vivants. Ah, effectivement. Mais un son n'a pas non plus besoin d'en détruire un autre pour exister. Chaque son a une identité par lui-même. Donc, un son est vivant alors? Alors non, on ne peut pas dire ça effectivement, parce que ce n'est pas la seule condition. L'individu a une identité autonome, mais il cherche aussi à la pérenniser au-delà de son existence. En la transmettant à des nouvelles générations. Oui, c'est d'ailleurs, tout à l'heure, lorsque tu nous as expliqué, c'est d'ailleurs l'un des nombreux concepts justement qui m'ont interpellé, parce que je me suis dit que finalement, enseigner, c'est vivre. Tout à fait, Sébastien. L'enseignement est l'une des conditions de la vie. Ouais. C'est très important. Mais si toi, Sébastien, tu enseignes les sons eux-mêmes, eux, n'enseignent pas. Ah, eh bien, ce n'est peut-être pas si évident que ça le paraît. En fait, nous en reparlerons sans doute plus tard, mais il se trouve que les sons peuvent, en tout cas, donner la sensation de communiquer, d'interagir et donc de transmettre de l'information. Bon, on va s'accorder sur le fait qu'un son n'est pas vivant, bien sûr, mais les sons peuvent donner la sensation, l'impression d'être vivant. Et après tout, en tant qu'artiste, c'est ce qui nous intéresse, c'est le ressenti, c'est cette sensation d'œuvre vivante qui va nous intéresser. Oui, alors c'est justement pour comprendre pourquoi on a cette sensation que nous commençons par essayer de comprendre le modèle naturel de l'art, la vie biologique. Et pour conclure cette explication sur ce qui différencie le corps inerte du corps vivant, il faut comprendre que cette transmission nécessite une certaine organisation sociale, basée sur la communication, les interactions, les échanges. Alors, c'est ce que nous appelons en musique l'harmonie. Donc, et les cellules, en biologie, pour prendre l'exemple de la plus petite entité vivante, doivent se rencontrer pour créer une nouvelle génération à laquelle leur transmettre leur identité au-delà de leur propre existence. Lorsque nous parlons de corps vivant, nous comprenons que le corps est vivant. Nous ne disons pas que le corps est la vie. C'est-à-dire que nous considérons le corps comme l'hôte de la vie et nous considérons que la vie anime le corps. Eh bien, c'est une considération dont nous nous souviendrons, peut-être que nous retrouverons, en tout cas, en musique, en fin de niveau 3. On va transposer ce que l'on vient de voir avec Marianne à propos du corps physique sur le corps musical. Je devine maintenant mieux la possibilité que l'œuvre musicale soit effectivement assimilée au corps vivant, puisque les œuvres, elles aussi, portent une identité autonome,
des messages, des émotions qui font partie de cette identité, en provenance du compositeur et à destination de l'auditeur, ce qui peut en assurer la postérité. Donc on retrouve là un petit peu ces caractéristiques du vivant dont nous avons parlé avec un corps biologique. Oui. Mais je crois que cette comparaison sera probablement plus intéressante si l'on se penche maintenant sur l'évolution de l'être unicellulaire vers l'organisme complexe pluricellulaire. En effet, l'évolution de la vie unicellulaire vers la vie pluricellulaire sur notre planète est un sujet très mystérieux parce que il faut garder en tête que c'est un phénomène qui a eu lieu il y a environ 4 milliards d'années et on ne peut pas remonter le temps. Oui, donc on ne peut pas aller vérifier sur place exactement ce qui s'est passé. Voilà. Ça repose sur des théories. Voilà, exactement. Et c'est également un sujet très fascinant. Donc la compréhension de cette évolution repose donc sur diverses théories fiables, dans la mesure où ces possibilités se vérifient de nos jours à une échelle de temps plus restreinte lors du processus de gestation. Oui, je comprends, effectivement, puisque la gestation débute par une cellule unique qui va ensuite se répliquer. Le processus de gestation est donc bien également une évolution de l'unicellularité vers la pluricellularité. Oui. Donc en observant de nos jours le processus de gestation, on observe bien comment on peut passer de l'être unicellulaire à l'être pluricellulaire. Et donc la gestation reproduit à l'accéléré finalement l'expérience accumulée pendant des milliards d'années par nos ancêtres unicellulaires. Alors Marianne, dans le cadre de ce cours, quels éléments de ces théories pourraient nous intéresser? Alors, deux théories devraient intéresser ici Sébastien. La théorie dite coloniale et la théorie dite symbiotique. Selon ces deux théories, qui ne sont probablement pas incompatibles, des cellules identiques exposées à de nombreux dangers se sont blotties les unes contre les autres, comme pour se tenir chaud. Elles se sont donc regroupées et solidarisées, de telle sorte qu'aucune ne pouvait se déplacer, évoluer sans toutes les autres, et dans une totale cohésion de groupe. Donc c'est en substance et de manière très, très vulgarisée ici, ce que dit la théorie coloniale. D'autre part, les cellules extérieures qui protégeaient les cellules qui sont au cœur du groupe étaient, elles, davantage plus exposées aux dangers. Elles ont dû donc renforcer leur défense, tandis que les cellules intérieures, à l'intérieur du groupe, étant plus chaudes, leur apportaient de l'énergie. Alors, on suppose en tout cas que ça a pu se passer comme ça, ce qui apparaît assez cohérent quand même, assez logique. Oui, tout à fait. Donc c'est donc fort probable. Et elles se sont donc spécialisées, et ces cellules maintenant différentes sont restées associées dans une interaction réciproquement profitable. Donc c'est ce qu'exprime toujours de manière extrêmement vulgarisée cette théorie dite symbiotique. Bien sûr. Et c'est également ce qu'exprime d'ailleurs le maître Jedi Qui-Gon Jinn à Anakin Skywalker dans l'épisode 1 de Star Wars. Mais j'avoue que je préfère me fier à l'expérience professionnelle de Marianne plutôt qu'à la force. Je comprends. Donc, nous allons retrouver ces mécanismes exprimés par Marianne en musique. L'œuvre musicale complexe est elle aussi constituée de sons qui se regroupent. Donc ça, c'est la théorie coloniale. Je ne me trompe pas. Mais aussi constituée de sons qui vont se spécialiser, c'est-à-dire que chaque son va avoir une fonction dans l'œuvre musicale. Donc ça rejoindrait la théorie symbiotique. Nous allons avoir les deux à la fois qui vont être mises en œuvre dans l'œuvre musicale et qui interagissent dans une sorte de symbiose, l'harmonie que nous étudierons.
Alors maintenant, Marianne, peux-tu nous expliquer pourquoi le corps vivant complexe nous émerveille tant? Alors, tu es combien toi, Sébastien? Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Écoute, moi, dans la vie courante, j'avoue que j'ai tendance à me considérer comme étant un. Eh bien, ce qui nous émerveille, c'est que chacun, nous sommes 55 000 milliards. Donc toi, Sébastien, tu n'es pas un, tu as en réalité 55 000 milliards d'individus. Donc je te rassure, moi aussi. Ah bon, d'accord, c'est pas moi qui ai un problème. Il n'y a pas de problème. Sachant Okay. qu'un corps humain adulte est environ 10 000 milliards à 100 000 milliards d'individus. Mais ce nombre ne serait pas aussi intéressant s'il ne s'agissait pas d'êtres vivants à part entière. Effectivement, j'avoue que si on ne parlait pas de 55 000 milliards d'êtres vivants autonomes dont nous sommes constitués, si on parlait du nombre d'atomes, par exemple, dont je suis constitué, qui est évidemment beaucoup plus important, mais curieusement, le chiffre serait beaucoup plus important, mais ça m'impressionnerait moins. Hein, Ouais, que de me dire que je suis constitué de 55 000 milliards d'êtres vivants, effectivement, qui sont capables d'autonomie, mais qui travaillent ensemble. Donc, en résumé, je suis d'une civilisation de 55 000 milliards d'êtres vivants qui bossent ensemble, hein, dans une cohésion telle que, depuis 41 ans, mon corps ne s'est jamais désintégré. Hein. C'est ça l'idée, en gros, en fait. on peut dire ça, en effet. D'accord. Alors, l'espèce humaine, qui se définit comme la plus intelligente, hein, et qui ne compte, elle, que 8 milliards d'individus, presque. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'espèce humaine, elle est quand même loin de parvenir à réaliser cet exploit de cohésion, de coordination, d'unité, que peuvent réaliser des centaines de milliers de milliards d'individus, malgré leurs différences et malgré leur absence de cerveau. Oui, c'est exactement ça. Eh bien, voilà ce qui nous émerveille, je crois, dans la notion de corps, en particulier vivant et complexe, c'est cette capacité quand même hallucinante à obtenir une telle cohésion malgré les différences. Eh bien, c'est ce même constat, de manière sans doute plus modeste, qui nous émerveille dans une œuvre musicale. Des centaines ou des milliers de sons différents que le compositeur parvient à organiser de telle sorte qu'une grande cohésion en résulte. Je crois que pour un corps vivant complexe, cette organisation passe par une certaine stratification biologique, non? Peux-tu nous expliquer cela, Marianne? Oui, donc en effet, pour que l'édifice tienne bon, à compter d'un certain niveau de complexité, il est nécessaire que le corps s'organise par strates. Les strates supérieures dépendant des strates inférieures. Donc partons de la plus petite entité vivante, hein, qui est, voilà, tout à fait, qui est la cellule. C'est notre première strate. Donc les cellules s'assemblent selon leur rôle et forment la strate supérieure, à une échelle plus grande que l'on nomme en biologie tissu. De même, lorsque les tissus s'assemblent, ils forment des organes. C'est une nouvelle strate à une échelle supérieure. Les organes assemblés vont former eux-mêmes des systèmes organiques et ces systèmes organiques forment finalement un corps. Donc les 5 strates, hein, issues de l'assemblage des éléments plus petits des strates inférieures, sont donc les cellules, les tissus, les organes, les systèmes organiques et donc le corps. Oui, exactement. Hein. Ouais. Il est vrai que la vie est incroyablement diversifiée sur Terre et encore on n'entre pas dans des nouveaux concepts d'exobiologie. Hein.
les 55 000 milliards de cellules dont nous avons parlé, de même que ces 5 strates que tu viens de nous exposer, ce sont des exemples propres à l'être humain. Je crois qu'il ne faut pas prendre un exemple pour une définition. Donc ce n'est pas cette quantité précise qui définit ce qu'est un corps multicellulaire complexe, mais la notion de stratification, c'est-à-dire que de petites choses vont, en s'assemblant, en former de plus grandes. Et cela, nous allons parfaitement le retrouver dans le domaine musical. La musique aura évidemment sa manière propre à elle de mettre en œuvre ces grands principes universels, en accord bien sûr avec les contraintes physiques des éléments qui la composent. Les éléments qui composent la musique, ce sont les sons. Ces sons, ils ont des contraintes physiques particulières et la manière de mettre en œuvre ces grands principes va dépendre de ces contraintes. Nous allons donc maintenant étudier ces strates dans le langage musical. La cellule musicale, c'est le son, un son. On va considérer un son comme une cellule. Et la cellule possède diverses caractéristiques, diverses propriétés, parmi lesquelles l'altitude, ce que je vais appeler dans mon cours l'altitude du son, qui est une sensation, d'aigu ou de grave, nous en reparlerons, mais une sensation qui dépend de la fréquence du son. Je détaillerai ça tout à l'heure. La cellule possède également une durée. Effectivement, le son a forcément une durée. Bon. Une articulation, une nuance, un timbre. Voilà les différentes caractéristiques de la cellule musicale du son. Alors, dans ce cours, nous travaillerons essentiellement sur les altitudes et les durées des sons. Ce sont les propriétés minimales qui constituent la cellule musicale et donc le langage musical. Je souhaite maintenant détailler ici l'une de ces caractéristiques minimales du son, l'altitude. Lorsque nous écoutons un son que l'on qualifie de aigu en musique, en tout cas plus aigu que celui-ci, eh bien nous avons la sensation d'un son qui est très haut, qui est très élevé. Au contraire, lorsque nous écoutons un son que l'on qualifie en musique de grave, en tout cas plus grave que celui-ci, je rejoue le son grave, eh bien nous avons la sensation de quelque chose qui est très bas. Donc une sensation d'altitude. Cette sensation, on la retrouve lorsqu'on utilise notre propre corps pour produire du son. Plus l'on va monter dans l'aigu, et plus on va avoir l'impression, au bout d'un moment, lorsqu'on va essayer de chanter des sons très aigus, de ne plus avoir suffisamment d'oxygène pour arriver à chanter des sons plus aigus. Donc il y a une limite haute au son que l'on est capable de chanter, de même qu'il y a aussi une limite basse d'ailleurs. Eh bien cette sensation rejoint tout à fait ce qui se passe lorsque sur notre planète on monte de plus en plus en altitude, on va également manquer d'oxygène, on va avoir cette même sensation. Alors nous parlons bien d'altitude et non pas de hauteur. Il est important de faire la différence entre une altitude et une hauteur. Je vous invite à ouvrir un dictionnaire, vous verrez, il y a une différence entre les deux, et c'est vrai que personnellement, en tant que pilote privé d'avion, je suis attaché à cette différence, qui est dans le domaine de l'aviation vitale, donc c'est quand même important. Dans le domaine de la musique, ce n'est peut-être pas vital, mais vous allez voir que c'est assez important, ça change beaucoup de choses. Alors attention, dans le langage courant, lorsque l'on discute entre musiciens, on a tendance à utiliser un mot à la place d'un autre et à ne pas être très
rigoureux, très attentif quant à l'utilisation des vocables et vous entendrez souvent parler de hauteur pour parler d'altitude. Et malheureusement, vous n'entendrez jamais parler d'altitude en musique. C'est dommage parce qu'il y a une différence entre les deux qui désigne des phénomènes musicaux différents. Donc nous allons bien apprendre à faire la différence entre ces deux choses-là. Et pour illustrer cette différence, eh bien, je vais faire appel, non pas à la biologie cette fois, mais je vais faire appel à un domaine que je maîtrise également, c'est-à-dire l'aviation. Ça va nous aider à bien comprendre la différence entre une hauteur et une altitude, et ensuite on transposera ça dans le domaine musical. Voici un avion qui vole à une altitude de 10 000 mètres. L'altitude, c'est un écart par rapport à une référence fixe, invariable, qui se trouve être le niveau moyen des mers. Le niveau moyen des mers ne bouge pas, même si la marée monte ou descend, le niveau moyen des mers est bien une référence invariable, fixe. L'altitude de l'avion, c'est donc cet écart par rapport à cette référence fixe. L'avion se situe donc là à une altitude de 10 000 mètres. L'avion va conserver cette altitude pendant, on va dire, la plupart de son vol, et il va passer à un moment donné au-dessus du Mont Blanc ou d'un autre sommet, allez, on va dire qui est à 5000 mètres, on arrondit. L'altitude de ce sommet, c'est-à-dire l'écart entre ce sommet et le niveau moyen des mers, est de 5000 mètres. Donc ça, c'est l'altitude du sommet. Eh bien, à cet endroit-là, la hauteur de l'avion sera de 5000 mètres, alors que son altitude sera toujours de 10 000 mètres. Il y a donc une différence entre l'altitude et la hauteur. Pourquoi? Parce qu'une altitude est un écart par rapport à une référence fixe, invariable, alors que la hauteur est un écart par rapport non pas au niveau moyen des mers, mais par rapport au sol. Et le sol, lui, il est variable. Le sol n'est pas toujours à la même altitude. Si on survole des montagnes, le sol est lui-même déjà à une altitude beaucoup plus élevée que la plaine ou que le niveau moyen des mers. Donc, la hauteur, c'est un écart par rapport à une référence variable. Alors, à quoi tout cela correspondrait-il en musique? Eh bien, en musique, notre référence fixe, invariable, le niveau moyen des mers, en musique, ce serait ce que l'on appelle 1 Hertz. C'est une fréquence, 1 Hertz. 1 Hertz, ça veut dire un son par seconde. Eh bien, admettons que l'altitude de 10 000 mètres correspondrait au son du diapason. Le son du diapason, c'est 440 sons par seconde. C'est-à-dire qu'on entend un son, mais en réalité, il y en a 440 dans chaque seconde. 440 Hertz. Donc, 440 Hertz, le son du diapason, c'est une altitude. Ce n'est pas une hauteur de son, c'est une altitude. Et si, en même temps que ce son, on entend un autre son, qui serait donc ici à la moitié, 220 Hertz, nous aurions deux sons à des altitudes différentes, et entre ces deux sons, il y aurait une hauteur, et cette hauteur, on la mesure en musique en ton et en demi-ton. Cette hauteur s'exprimerait de la manière suivante, il s'agirait de 6 tons. Voilà, donc il y a bien une différence entre une altitude de son qui correspond à une fréquence,
et je vais vous reparler un petit peu des fréquences maintenant, et une hauteur qui est l'écart entre deux sons de fréquences différentes, d'altitude différentes. La sensation d'altitude en musique résulte d'un certain nombre de vibrations par seconde. Alors, il se trouve que le cerveau n'est pas capable de percevoir plus qu'une certaine quantité d'événements par seconde. Prenons l'exemple de l'image, un dessin animé ou un film. Vous commencerez à avoir une sensation de fluidité dans votre film à partir de 24 images par seconde. À partir de 24 images par seconde, vous ne percevez plus l'enchaînement saccadé de ces images, vous avez l'impression d'un film continu, fluide. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le son. Pour avoir l'impression d'entendre un seul son, continu, fluide, il faut un certain nombre de vibrations par seconde. Et ce certain nombre se situe d'ailleurs dans la même plage que pour l'image, c'est-à-dire entre 20 et 30 images par seconde. Entre 20 et 30 événements par seconde, donc les événements là, ce seront des vibrations sonores. Et bien justement, écoutons 27,5 vibrations par seconde. Il s'agit du son le plus grave du piano. Vous avez entendu un son, mais si vous écoutez plus attentivement ce son, vous vous rendrez compte qu'il est un peu granuleux. On dirait qu'il y a des grains de sable dans ce son. On est vraiment à la limite de la perception d'un son fluide et continu. Le son n'est pas tout à fait lisse encore. Si j'augmente la quantité de vibrations par seconde, allez, on va la doubler, on va passer à 55 vibrations par seconde. Là, on a beaucoup moins de grains de sable, si j'ose dire. On a la sensation d'un son plus lisse, davantage fluide, davantage continu. On a l'impression d'entendre un son. En réalité, dans ce son, il y a 55 vibrations par seconde, 55 événements par seconde. On pourrait dire que ce son, à lui tout seul, contient 55 autres éléments. Donc, ça nous donne peut-être un petit peu l'impression qu'un seul son, c'est déjà peut-être un corps à lui tout seul. Hein, aussi pour rejoindre ce que l'on disait en biologie. Je double encore. On écoute 110 événements par seconde. 220, 440 Hz, donc le son du diapason. Nous avons là 440 événements vibratoires, 440 vibrations par seconde. Donc cette sensation d'altitude résulte bien d'un certain nombre d'événements par seconde, et donc plus on va dans l'aigu, plus l'on a d'événements dans chaque seconde, plus l'on va dans le grave, moins on a d'événements dans chaque seconde. Donc un son plus aigu est constitué de davantage de sons plus courts, et un son plus grave est constitué de davantage de sons plus longs en une seconde. Cela signifie qu'une hauteur entre deux sons en musique, eh bien une hauteur est un rythme, puisqu'un rythme, c'est une différence entre des sons longs et des sons courts. Donc on peut considérer une hauteur comme un rythme. C'est d'ailleurs ce que nous pourrons vérifier à travers les exercices pratiques de composition que nous ferons dans la prochaine leçon sur la mélodie. Maintenant, en assemblant plusieurs sons, nous obtenons des tissus musicaux, de même qu'en biologie, en assemblant plusieurs cellules, on obtient des tissus biologiques. Ces tissus ont eux-mêmes des caractéristiques, des propriétés qui résultent de l'assemblage des propriétés des cellules. Et donc les caractéristiques
des tissus sont les hauteurs, des écarts entre des sons plus graves et plus aigus, les mouvements, donc la sensation de monter ou de descendre, les rythmes, c'est-à-dire des durées différentes, plus longues, plus courtes, et les dynamiques, plus forts, moins forts, etc. En assemblant plusieurs tissus, nous obtenons des organes, et ces organes ont, une fois de plus, eux-mêmes des caractéristiques qui résultent de l'assemblage des caractéristiques des tissus. Et ces caractéristiques sont la phrase musicale et le contrepoint. Et ce sont des caractéristiques, comment dire, disons tellement indissociables des organes que la phrase et le contrepoint peuvent être considérés comme des organes musicaux. En assemblant plusieurs organes, nous obtenons des systèmes organiques qui correspondent aux principales parties distinctes de l'œuvre. Le début, le milieu, la fin. Oui, alors j'entends d'ici, n'est-ce pas, ceux et celles qui vont s'étonner que les différentes parties du corps musical, donc un corps, ne soient pas simultanées et correspondent à différentes étapes de l'œuvre dans le temps. Mais c'est là justement le propre de l'œuvre musicale, en comparaison par exemple à une œuvre plastique. Un tableau, par exemple, n'est généralement exposé au public que lorsqu'il est terminé. Et une fois terminé ce tableau, on ne peut pas rembobiner pour assister à son processus de gestation. On ne va pas tout effacer et puis tout recommencer. Non. Donc, ce processus, il y a un film de Mr Bean qui le fait, mais c'est particulier, nous on est sérieux ici, donc on ne va pas faire ça. Donc ce processus de gestation n'appartient qu'au peintre. En musique, lorsque le compositeur a terminé son œuvre et qu'on l'expose au public, dans ce qu'on appelle communément un concert, bon. On rembobine tout et le public assiste à la gestation de l'œuvre, de la première cellule, le premier son de l'œuvre, jusqu'au corps complet. Donc, en musique, le corps complet n'apparaît au public qu'à la toute fin de l'œuvre. Comme dans un processus de gestation biologique, le corps fini n'apparaît pas instantanément. Non. Et tous les systèmes organiques n'apparaissent pas simultanément. Chez l'humain, le processus de gestation prend généralement 9 mois. Bon, dans mon cas, ça n'a pris que 8 mois. Hein. C'est pour ça que je ne suis peut-être pas tout à fait fini, comme vous pouvez le remarquer. Mais bon, je tâche de me finir moi-même. Bref, écouter une œuvre, c'est finalement assister à sa gestation. Les diverses strates du corps musical apparaissent les unes après les autres et sont donc logiquement associées à diverses étapes temporelles de l'œuvre. Et bien entendu, un début, un milieu et une fin assemblés forment un tout. Encore Une œuvre. Ces strates et les éléments qui les composent sont en quelque sorte les ingrédients, on peut dire grossièrement, dont nous allons nous servir pour faire la musique. Peut-être vous étonnez-vous que je n'ai pas reparlé d'harmonie dans ces différentes strates, important quand même l'harmonie, ni d'ailleurs de mélodie, alors qu'il convient d'y accorder une grande importance. C'est simplement parce que l'harmonie, c'est-à-dire des interactions entre ces sons, existent dans toutes ces strates et entre toutes ces strates. L'harmonie n'appartient pas à une strate en particulier. Quant à la mélodie, elle est en partie comparable au sang du corps musical. C'est en effet un fluide, la mélodie, qui irrigue, qui alimente en énergie les diverses strates, mais la mélodie n'est aucune de ces strates. Alors, on en a un petit peu parlé entre nous tout à l'heure, c'est vrai qu'en biologie, on considère le sang comme un tissu, donc l'une de ces strates, mais il
faut quand même admettre qu'en biologie, le sang est quand même un tissu tout à fait particulier dans la mesure, si j'ai bien compris, où c'est un tissu composé de cellules différentes, Oui. déjà, et surtout la particularité de ce tissu, c'est que c'est un tissu fluide. Exactement. Donc c'est vraiment un tissu à part, Oui. totalement à part, et nous aussi, la mélodie, on va pas la classer vraiment dans les tissus parce que c'est vraiment quelque chose à part. Hein. Voilà pourquoi je n'en ai pas parlé dans ces différentes strates. Maintenant, nous allons entrer dans le second chapitre de ce cours. Nous allons étudier les outils avec lesquels on va organiser ces ingrédients. Ces outils sont 3 lois que je considère comme fondamentales et interdisciplinaires, parce que ce sont des lois qui ne sont pas propres à la musique en particulier, et qui seront le fil rouge de notre formation. Ok. RAID, relativité, équilibre, développement. Alors la relativité, ne paniquez pas, je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur la théorie d'Einstein écrite en 1905. Bon, ça va alors. On se détend. La relativité, c'est tout simplement la mise en relation de 2 éléments. Lorsque l'on perçoit, lorsque l'on comprend une chose par rapport à une autre, en relation avec une autre, lorsqu'une chose réagit par rapport à une autre, c'est la relativité. Est-ce que nous aurions par hasard un exemple de relativité en biologie? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, l'anticorps a un comportement en relation avec son environnement. Donc, il ne réagit pas de la même manière selon l'individu qu'il rencontre. Face à une cellule normale de notre corps, l'interaction est tout à fait paisible, hein, il n'y a pas de problème. Heureusement. Et donc face à une cellule hostile à notre corps, l'anticorps va rentrer en conflit avec cette cellule-ci. Ouais. Merci. L'équilibre maintenant, eh bien l'équilibre, selon le dictionnaire, l'équilibre, c'est un état stable obtenu par l'égalité de 2 forces. Par exemple, en musique, une montée suivie d'une descente. On va obtenir un état équilibré comme les 2 plateaux d'une balance ou comme l'ascenseur et son contrepoids. Un exemple en biologie? Oui. Alors, par exemple, face à une température extérieure qui serait excessivement froide, le corps va produire un excès de chaleur en frissonnant. Donc, ces 2 forces thermiques se compensent pour maintenir vraiment l'équilibre du corps à 37 degrés. D'accord. Et la 3e loi qui va nous guider dans notre apprentissage du langage musical est le développement. Le développement, c'est la variation dans la cohésion, on peut dire dans l'unité. En science, le développement correspond à la loi de conservation de la masse et de l'énergie, exprimée à la fin du XVIIIe siècle par le célèbre chimiste Lavoisier. L'expérience de Lavoisier a consisté à changer l'état de la matière, c'est-à-dire qu'il a pris de l'eau, il a fait bouillir cette eau est devenue de la vapeur d'eau, donc toujours de l'eau mais dans un état différent. Il a ensuite condensé cette vapeur, c'est-à-dire cette eau à l'état de gaz, et c'est redevenu de l'eau à l'état liquide. Donc, il a métamorphosé la matière, il a changé la forme, on peut dire, de la matière, en tout cas il a changé, en des termes peut-être plus scientifiques, l'état de la matière. C'est une transformation, il y a donc eu une variation de l'état de la matière. Mais dans ce processus de transformation, Lavoisier a constaté que la quantité de matière, en l'occurrence l'eau, était toujours la même. À l'arrivée, il y avait la même quantité d'eau qu'au départ, malgré cette transformation. Il y avait donc aussi dans ce processus un élément invariable, un élément constant, la quantité de matière. Il s'agit donc bien de variation dans la cohésion.
Les artistes, eux, n'ont pas attendu la fin du XVIIIe siècle pour mettre en pratique le principe de développement, mais grâce à Lavoisier, nous avons compris que ce principe était déjà présent dans la nature, c'est une loi de la nature. Donc si c'est une loi de la nature, il est assez probable qu'on la retrouve également en biologie. Oui, donc durant la gestation, les cellules se spécialisent. C'est la variation. Mais dans cette variation, elles conservent un matériel génétique commun, l'ADN. Ah oui, bien sûr. Voilà, la cohésion, l'unité. Donc on constate donc une variation dans la cohésion. Et c'est ainsi que le corps se développe. Et c'est ainsi que se développe l'œuvre musicale. Eh bien, à partir du prochain cours qui aura pour objet la mélodie, nous apprendrons musicalement et à travers des exercices concrets à assembler les différentes strates de l'œuvre musicale jusqu'à obtenir un corps musical que nous pourrons considérer comme vivant. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi Marianne de nous avoir éclairé. Merci beaucoup Sébastien pour m'avoir invité et j'espère à très bientôt. Voilà, il y aura peut-être d'autres occasions sur d'autres leçons. Et rendez-vous à la prochaine vidéo sur la mélodie. Au revoir. Au revoir.